Chapitre 20. Hercule Poirot s'arrêta un instant devant les grandes grilles en fer forgé et regarda l'avenue. Les dernières feuilles mortes tombaient des arbres et les cyclamènes étaient fanés. Il soupira, se tourna et frappa doucement à la porte du petit pavillon blanc. Au bout d'un instant, il entendit des pas lents et Mrs. Folliot lui ouvrit. Cette fois, il ne fut pas surpris de constater combien elle paraissait vieille et frêle. « Encore vous, monsieur ? Puis-je entrer ? » ?»« Certainement. » Il la suivit, elle lui offrit du thé qu'il refusa, puis lui demanda d'une voix calme. « Pourquoi êtes-vous venu me voir ? » ?»« Je pense que vous le devinez, madame. » Elle ne répondit pas directement. « Je suis très fatigué. »« Je le sais. Il y a eu 3 morts. Hattie Stubbs, Marlène Tucker, le vieux Bardell. » Mrs. Folliot dit vivement. « Bardell ? Il est mort accidentellement, en tombant du quai. Il était très âgé, presque aveugle, et avait bu à l'auberge. Il ne s'agit pas d'un accident. Il en savait trop long. » « À quel sujet ? » Il a reconnu un visage, une façon de marcher, une intonation, ou quelque chose du même genre. J'ai causé avec lui le jour de mon arrivée dans le pays, et il m'a parlé de toute la famille Folliot. De votre beau-père, de votre mari, de vos 2 fils tués à la guerre. Toutefois, ils n'ont pas été tués tous les 2, n'est-ce pas ? Votre fils Henry a été coulé avec son bateau, mais le cadet, James, lui, a déserté. Tout d'abord, il a sans doute été déclaré manquant, supposé mort. Et plus tard, vous avez répandu le bruit qu'il avait été, vraiment, tué. Personne ne s'est levé contre votre assertion. Pourquoi l'eût-on fait ? Poirot s'interrompit, puis continua. Ne croyez pas que je manque de sympathie pour vous, madame. Votre vie a été pénible, je le sais. Vous n'aviez guère d'illusions au sujet de votre second fils. Mais c'était votre enfant, et vous l'aimiez. Vous avez tout essayé pour lui préparer une nouvelle existence. Vous aviez la garde d'une jeune fille peu équilibrée, mais très riche. Car elle était riche. Vous avez laissé entendre que ses parents avaient perdu toute leur fortune, qu'elle était pauvre, et que vous lui aviez conseillé d'épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle, mais ayant énormément d'argent. Pour quelle raison eût-on mis cette explication en doute ? Là encore, cela ne regardait personne. Les parents de la jeune fille et sa famille proche étaient morts. Des notaires de Paris ont été chargés de régler la succession par des collègues de San Miguel. En se mariant, l'héritière avait le droit de gérer ses biens. Ainsi que vous me l'avez dit, elle était docile, affectueuse, aisément suggestionnée. Elle a signé tous les papiers que son mari lui a soumis. Ces valeurs ont dû être changées et revendues plusieurs fois, jusqu'à ce que le résultat financier désiré soit obtenu. Sir George Stubbs, nouvelle incarnation de votre fils, est devenu riche, pendant que votre femme était ruinée. Ce n'est pas un délit d'assumer un titre de noblesse, si l'on ne s'en sert pas pour escroquer un voisin. Or, un titre donne confiance et prouve au moins la richesse, à défaut de la lignée ancestrale. Alors, l'opulent Sir George Stubbs, vieilli, changé, ayant laissé pousser sa barbe, acheta le château de Nasse et revint vivre chez lui. Il n'y avait plus habité depuis son enfance, et grâce au vide creusé par la guerre, personne ne devait plus le reconnaître. Mais il y avait le vieux Bardell. Il se tut. Cependant, il ne put s'empêcher de faire une petite plaisanterie, le jour où il déclara qu'il y aurait toujours des Folliot à Nasse. Donc, tout avait bien tourné, pensiez-vous, car je suis persuadé que votre projet s'était arrêté là. Votre fils avait l'argent, sa vieille demeure ancestrale, et, bien que sa femme ne fût pas absolument normale, elle était ravissante, douce, et vous espériez qu'il serait bon pour elle, et qu'elle serait heureuse. La vieille dame murmura. Je pensais qu'il en serait ainsi.
Je comptais veiller sur Hattie et je n'avais jamais prévu. Vous ignoriez, et votre fils s'est bien gardé de vous l'apprendre, qu'au moment du mariage, il devenait bigame. Oh oui, nous avons vérifié ce que nous pressentions. Votre fils avait épousé, à Trieste, une fille des bas-fonds criminels, parmi lesquels il s'était caché après sa désertion. Elle n'avait pas plus l'intention de le quitter qu'il ne comptait l'abandonner. Mais il a accepté le simulacre de mariage avec Hattie afin de se procurer sa fortune, tout en sachant ce qu'il ferait par la suite. Oh non, non, je ne puis croire cela. C'est cette femme, cette affreuse créature qui... Poirot continua inexorablement. Il avait prémédité le crime. Hattie n'avait plus de famille, très peu d'amis. Dès leur arrivée en Angleterre, il l'a amenée ici. Le premier soir, les domestiques l'ont à peine entrevue. Et la femme qu'ils ont vue le lendemain n'était pas Hattie. C'était l'Italienne, grimée pour ressembler à Hattie, et qui imitait ses gestes. Tout aurait pu se dérouler comme prévu. La fausse Hattie aurait continué à se faire passer pour l'autre, mais il est probable que son intelligence se serait éveillée, à la suite d'un pseudo-traitement de choc. Miss Brevis, la secrétaire, n'avait pas tardé à s'apercevoir que Lady Stubbs était loin d'être atteinte d'une débilité mentale. Mais un incident imprévisible se produisit. Un cousin de la véritable Hattie lui écrivit qu'il allait venir en Angleterre, sur son yacht. Bien qu'il n'eût pas revu sa parente depuis plusieurs années, il était peu probable qu'il se laissât prendre à la supercherie. Ce qui est curieux, déclara Poirot, c'est que j'ai pensé un instant qu'Étienne de Sousa pouvait être un imposteur, mais que la vérité ne m'est pas apparue tout de suite. Il pouvait y avoir divers moyens d'éviter le danger. Lady Stubbs pouvait tomber malade et ne pas recevoir son cousin. Cependant, si ce dernier prolongeait son séjour, l'entrevue finirait par être impossible à éviter. Puis une autre complication s'était produite. Le vieux Bardell, assez bavard, causait avec sa petite fille. Elle était seule à l'écouter, tout en le déclarant piqué. Toutefois, quand il lui avait raconté qu'il avait vu un cadavre de femme dans le bois, et que Sir George Stubbs n'était autre que Monsieur James, Marlène avait été frappée et y avait fait allusion devant le dit James. Ce faisant, elle signait son arrêt de mort, car ni lui, ni sa femme ne pouvaient laisser courir ces bruits. Je pense qu'on a donné un peu d'argent à Marlène pour la faire taire, tout en mûrissant un plan. Celui-ci fut très soigneusement établi. Le ménage savait à quelle date Étienne de Sousa arrivait à Helmouth, qu'elle coïncidait avec le jour choisi pour la kermesse. Stubbs et sa femme se sont arrangés de manière à ce que Marlène soit tuée et que Lady Stubbs disparût, dans des conditions qui feraient porter les soupçons sur le voyageur. Dans ce but, on a lancé les propos le décrivant comme un méchant homme, qui tuait des gens. Lady Stubbs devait disparaître complètement, et Hattie reprendre sa véritable identité. Il lui suffisait de jouer les deux rôles pendant environ 24 heures, ce qui, avec l'aide de son mari, était facile. Le jour de mon arrivée, Lady Stubbs était, disait-on, restée dans sa chambre jusqu'à l'heure du thé, et seul Sir George l'avait vue. En réalité, elle était partie, avait pris un car ou un train pour Exeter, et était revenue en compagnie d'une étudiante touriste, à laquelle elle avait raconté que l'amie avec laquelle elle voyageait avait été empoisonnée par un pâté de veau et de jambon. Arrivée à l'auberge de jeunesse, elle a retenu sa place, puis est sortie pour voir les environs. À l'heure du thé, Lady Stubbs était dans le salon, et tout de suite après le dîner, elle est montée se coucher. Mais Miss Brevis l'a vue quitter le château. Elle a passé la nuit à l'auberge, s'est levée de grand matin, et a repris son rôle à Nasse pour le premier déjeuner. Puis elle est remontée dans sa chambre avec une migraine.
et a fait semblant d'entrer dans le parc et d'être chassé par Stubbs. Celui-ci, penché à la fenêtre de sa femme, se retournait comme s'il lui parlait à l'intérieur de la pièce. Les changements de costume n'ont pas été difficiles. Un short et une chemisette étaient couverts par les toilettes et fanfreluches qu'affectionnait Lady Stubbs, qui dissimulait son maquillage pâle dans l'ombre d'un immense chapeau. Tandis que l'Italienne, coiffée d'un madras, le teint bronzé, avait le visage encadré de boucles rousses. Personne n'aurait imaginé qu'il s'agissait d'une seule et même personne. Et ainsi, le drame final fut-il mis en scène. Juste avant 4 heures, Lady Stubbs donna l'ordre à Miss Brewis de porter un plateau à Marlène, car elle craignait que la secrétaire n'y pensât d'elle-même. Il n'apparut sur le lieu du crime au moment crucial. Peut-être prit-elle un malin plaisir à l'y envoyer un peu avant. Puis, la tente de la diseuse de Bonaventure étant vide, elle y est entrée, sortit par le fond pour aller, dans le petit pavillon d'été, chercher le sac à dos où elle mettait son changement de costume. Se glissant jusqu'au débarcadère, elle a appelé Marlène, qu'elle l'a fait entrer, et l'a étranglée sans coup férir. Elle a jeté son grand chapeau dans la rivière, a emballé sa robe mauve et ses souliers à hauts talons dans le sac, modifié son maquillage, puis la jeune étudiante italienne est venue retrouver sa camarade hollandaise à la kermesse, et tous deux ont pris l'autocar comme convenu. J'ignore où est Lady Stubbs, mais sans doute là où des compatriotes peuvent lui fournir des papiers nécessaires. Du reste, ce n'est pas une Italienne que cherche la police, mais Hattie Stubbs, anormale, assez sotte et créole. Seulement, ainsi que vous le savez que trop bien, Hattie est morte, madame. Vous m'avez révélé cela dans le salon, le jour de la kermesse. La mort de Marlène vous avait porté un coup terrible, car vous n'aviez pas la moindre idée de ce qui se tramait. Toutefois, j'ai été trop obtus pour le comprendre sur l'heure. Quand vous parliez de Hattie, il s'agissait de 2 personnes différentes. L'une était une femme que vous détestiez, et dont il ne fallait pas croire un mot, l'autre une enfant dont vous parliez au passé, avec une tendre affection. Je crois, madame, que vous aimiez beaucoup la malheureuse Hattie. Un long silence tomba. Mrs. Folliot était immobile sur sa chaise. Elle finit par dire d'un ton glacial. « Votre récit est absolument invraisemblable, monsieur. Je crois vraiment que vous êtes fou. Vous avez imaginé tout cela sans la moindre preuve. » Poirot s'approcha d'une des fenêtres, l'ouvrit et dit « Écoutez, madame, qu'entendez-vous ?»« Je suis un peu sourde. Que devrais-je entendre ?»« Les coups d'un levier. On enlève le sol en béton de la folie. Endroit parfait pour cacher un corps, surtout quand un arbre y a été déraciné et que la terre y est meuble. Un peu plus tard, pour ne rien risquer, on y fait couler du béton sur lesquels on bâtit. » Il ajouta avec calme « La folie de Sir George, propriétaire du château de Nasse. » Mrs. Folliot frissonna et Poirot continua. « Le site est merveilleux et ne contient qu'une seule chose affreuse. La mentalité de celui qui l'habite. »« Je sais, répondit-elle d'une voix rauque. Je l'ai toujours su. Il me faisait peur quand il était enfant, sans pitié et sans conscience. Mais c'était mon fils et je l'aimais. J'aurais dû le dénoncer après la mort d'Hattie. Mais pouvais-je faire cela, moi, sa mère? Puis mon silence a causé la mort de la malheureuse Marlène, et aussi celle du pauvre Bartle. Où se fut-il arrêté? Un assassin ne s'arrête jamais, répondit Poirot. Mrs. Folliot courba la tête et couvrit ses yeux de ses mains. Puis cette femme, de race fière, se redressa, regarda son interlocuteur en face, et lui dit d'un ton poli et froid. « Merci, monsieur, d'être venu vous-même m'exposer tout cela. Voulez-vous avoir l'obligeance de me quitter? Il y a des cas où il faut être seul. »